déjà commencé à détruire. Hein. C'est la mobilisation sur place qui a fait que bon, les tracteurs sont partis. Hein. La protection de la biodiversité, mangrove, forêt géophysique, forêt sèche-cala, des formes de botanique très très fortes comme on a dit. Bel bonjour tout le monde, c'est Faniwa avec vous pour En Semaine et puis la Sopama. Donc c'est un plaisir que vous nous receviez chez nous chaque semaine. En fait, chez vous chaque semaine, je dis chez nous n'importe quoi. Donc aujourd'hui, je suis sur le plateau de Zouk TV avec Pierre Gallet de Saint-Aurel qui est dans la commission juridique de la Sopamar. Donc bonjour, bonsoir Pierre. Bonsoir Faniwa, bonsoir tout le monde. Merci de nous recevoir chez vous, de prendre un peu de votre temps pour voir ce que fait la Sopamar à notre service à tous et au service des générations qui viennent. Voilà. Et je pense qu'on va voir, pour que nous puissions recevoir Pierre, en moyenne, une fois tous les trimestres, pour qu'il puisse nous donner des nouvelles de ce qui se passe au niveau juridique à la Sopamar, et pour que vous puissiez savoir où en sont les dossiers au fur et à mesure que nous avançons. Donc aujourd'hui, nous allons voir 3 dossiers. Donc AgriProd, c'est le silo qui se trouve à Ducos, le restaurant Le Petit Bonhomme qui se trouve sur la plage Le Coin au Carbet. Et puis, à la dernière partie de cette émission, nous verrons la station d'épuration d'eau qui se trouvait du côté de Acajou et qui avait de fortes odeurs pendant au moins une vingtaine d'années lorsqu'on prenait l'autoroute. Lamentin, Fort-de-France. Oui, Lamentin, Fort-de-France. C'est Lamentin. Oui. Enfin, c'est plutôt Lamentin. Oui, au pied de la Galeria, je ne sais pas si on peut dire la Galeria, c'est une entreprise commerciale, mais sur le deuxième pont de l'autoroute, quand on vient du Lamentin, oui, ça sentait très mauvais et pendant près de 20 ans. Près de 20 ans, ouais. Voilà, quand même. Et donc, voilà, et puis on verra aussi un point juridique, donc on va voir les définitions, ce que veut dire ceci, ce que veut dire cela. Donc on va voir un petit point juridique aussi, c'est quoi l'intérêt à agir? Une association agréée écologique, quand est-ce que le tribunal décide, quand est-ce qu'on a intérêt ou pas à agir? Mais nous on dit on a toujours intérêt à agir. Voilà, donc on va commencer... Alors, ah oui, effectivement, donc aujourd'hui c'est la dernière émission avant les vacances et on se retrouvera au mois de septembre pour une nouvelle année scolaire. Voilà, on va voir ça. Donc, on va commencer par AgriProd. Donc, AgriProd, c'est une société de production, de transformation de produits alimentaires pour les animaux. Voilà, parce que c'est pas, en fait, c'est une société de production, c'est-à-dire que c'est pas, ils font pas de la matière première, ils font pas de. Alors, nous sommes en train de parler d'une coopérative de production qui s'appelle Madivial et qui a décidé, pour pouvoir améliorer son activité, de se lancer dans une fourniture pour ses coopérants d'alimentation animale. Très bien. Et pour ça, ils récupèrent de la matière première déjà créée et ils la mettent en sachet ou ils la vendent en vrac. Donc, ils ont besoin d'une unité à la fois pour pouvoir la mettre en sachet et à la fois pour recevoir le client et le lui vendre. Très bien, pas de souci avec ça. Donc, ça se fait à Ducos. Dans quel quartier de Ducos? Ah, et c'est là qu'on va commencer à avoir un problème. Mon Dieu, j'ai plus le nom du quartier, mais c'est... Ok, mais je vais chercher sur le papier. Alors, c'est à Ducos, c'est dans les hauteurs c'est du côté de Pays-Noyer. Et c'est une zone agricole. Et là, ça pose tout de suite des problèmes. Autant l'activité est une activité qu'on peut trouver intéressante et même encourager, autant le lieu pour le faire pose des problèmes. C'est une activité qui est à la fois industrielle, c'est-à-dire on récupère une matière première que l'on va mettre dans des sacs, et commerciale. Cette matière première, on va la vendre. Et il a été décidé de faire ça sur une parcelle et de
construire pour pouvoir faire cette activité sur cette parcelle. La parcelle C2003, je crois, à Ducos, Pays-Noyer. Et on est en plein dans une zone agricole. Et la zone agricole ne permet pas de percevoir cette destination. C'est quelque chose qu'il faut faire dans une zone industrielle. On va voir sur l'écran justement où se situe le silo à grains. Est-ce que tu peux montrer, Manuela, les voilà. Donc en fait, là, c'est la parcelle sur laquelle se trouve le silo. Donc on verra l'image suivante. Oui, c'est la parcelle 2003. Là, c'est un gros plan, c'est un zoom. Un gros plan. Et la parcelle 2003, elle est au bout de la flèche. C'est-à-dire qu'elle est au centre, en hauteur, un petit peu sur le tiers gauche de l'image. Donc là où on voit la lettre A, on voit qu'il y a une flèche qui monte avec une petite pointe triangulaire bleue. Donc c'est là où se trouve exactement le silo à grains. En plein milieu de zone agricole. On est loin de tout. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de route pour pouvoir amener les éléments qu'on va mettre en sachet. Donc on va prendre des gros camions qui vont défoncer la route. Ça veut dire qu'il n'y a pas de route pour pouvoir avoir la circulation des clients qui viennent acheter les sachets. Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de passages dans une zone qui n'est pas prévue pour avoir beaucoup de passages. Ça veut dire qu'on va se livrer à une activité qui est dangereuse parce qu'on sait que les silos peuvent exploser. Il y a une pulvérisation, enfin ce sont des installations dangereuses et il faut qu'elles soient protégées contre le risque incendie. Comment peut-on protéger contre le risque incendie alors qu'il n'y a pas d'amener de moyens incendie à proximité? Il n'y a pas les routes et il n'y a pas de bord d'incendie. Et je voulais justement rappeler, lorsque tu dis qu'il y a effectivement un grand danger, on rappelle quand même que le dogme de Albioma qui se trouve sur le port de Fort-de-France, eh bien, il y a eu une explosion. Nous avons fait même une émission sur Zouk TV avec Monsieur Six, qui est une victime de cette explosion. Donc en fait, la poudre, il expliquait qu'en fait que la poudre, à partir du moment où il y a une étincelle, ça fait comme un pistolet, comme une arme à feu en fait. Et puis ça explose en fait. Et puis avec un grand souffle. Donc il y a quand même un danger conséquent de mettre ce silo en plein milieu les silos de blé sont des silos dangereux. Les silos d'intrants agricoles sont des silos dangereux. Quand le silo est plein, ça peut prendre un feu, combustion lente. C'est un peu embêtant. Mais quand le silo est vide, il n'est jamais complètement vide. Il y a toujours un peu de poussière, et cette poussière qui est dans un grand espace vide, il est avec l'oxygène qui fait le comburant, il est avec les poussières qui font le carburant. Il suffit d'une étincelle pour que ça explose. C'est ça. C'est ça. Et donc, ce sont des dangers qui sont absolument réels. Et pas d'accès pour les pompiers, pas de, comment on dit, les trucs pour envoyer de l'eau, les bornes d'incendie. Les bornes d'incendie. Il n'y a pas non plus une réserve d'eau suffisante à proximité immédiate qui permette à des camions pompiers d'envoyer, je ne sais pas, 1000 litres d'eau par minute pendant 2 heures. C'est ce que les normes imposent. On n'a pas ça. Et pourquoi on n'a pas ça? Parce qu'on est en zone naturelle, en zone agricole, et que la zone agricole doit recevoir une destination agricole. Et il y a des zones qui sont prévues pour recevoir ces activités. Ce sont les zones industrielles et commerciales, mais le tarif n'est pas le même. C'est-à-dire que la terre agricole coûte moins cher qu'une terre dans les zones industrielles que nous avons, par exemple, au Lamentin. Mais parce que toutes les infrastructures sont... Pour le sol seulement, la valeur du terrain agricole, on est entre 50 centimes et 1 euro le mètre carré. Alors que dans une zone industrielle, on est à 200 euros le mètre carré. Donc vous faites une économie d'un rapport de 1 à 200 en vous positionnant à cet endroit-là. Mais cette économie qui est faite, elle est faite au détriment de la consommation de terres agricoles, alors que nous avons un manque de terres agricoles pour pouvoir assurer notre autonomie ou notre suffisance alimentaire, avoir notre souveraineté alimentaire, enfin. Et à chaque fois que nous avons de la terre agricole qui est consommée, c'est la terre agricole qui ne sert pas à faire de la production agricole. Et l'agriculture qui n'est pas produite ici, on a quand même besoin de manger. Et donc on va faire venir des aliments, et on va les faire venir sur de l'énergie carbonée. Enfin, tout ça, on est en train de faire des choses qui n'ont pas lieu d'être. Ce n'est pas bon pour nos agriculteurs, ce n'est pas bon pour la planète, et ça permet à 2-3 personnes de faire une économie et de faire un bénéfice au détriment de l'intérêt collectif. Et ce n'est pas non plus économiquement viable, puisque il n'y a pas de production locale au niveau agricole.
pour pouvoir la consommation locale. Donc, ça empêche la souveraineté alimentaire. Mais ça limite notre souveraineté alimentaire. C'est la CTM qui disait qu'elle recherchait, je crois, 1000 ou 2000 hectares de terre pour pouvoir lancer un choc de production agricole. Et tout ce qu'on va perdre, et ça se regarde projet par projet, est à surveiller. Et là, on est en train de miter, de construire et de rendre toute une zone dangereuse et peu propice à l'activité agricole. Alors ce projet a été absurde dès le départ. Il a été absurde d'un bout à l'autre. Alors c'était pour cadrer le temps. C'est à quelle période, quelle année que ça a commencé à quel moment ils ont commencé à poser les premières pierres pour faire les premières briques? En fait, des tôles. Alors, ce sont des tôles. On est sur un phasage dans le temps entre le moment où les travaux ont commencé et le moment où la dernière décision de justice est intervenue, entre 2018 et 2024, 6 ans. Okay. En 2017-2018, il y a eu les premiers travaux. En 2018, on s'est opposé à ces travaux parce qu'ils n'étaient pas légalement possibles. Les procès ont commencé et il y a eu une première décision en octobre 2021 pour dire que les travaux étaient illégaux et qu'ils ne devaient pas avoir lieu et qu'il fallait les arrêter et qu'il fallait démolir. Une nouvelle décision en décembre 2022 puisque les personnes condamnées sont allées en appel en disant que la justice n'avait pas été bien rendue. La justice a confirmé l'essentiel de la décision, un petit peu changé quelques paramètres, pas négligeables, mais enfin... Et enfin, ils se sont pourvus en cassation. Et la décision du 24 avril 2024 a décidé que le pourvoi en cassation par les prévenus n'était pas admissible. Donc, rejet, la décision d'appel est absolument définitive. Et maintenant, ils doivent démolir. Ils doivent arrêter et démolir. Ils ne démolissent pas, ils continuent leur activité. Là, on voit à l'écran justement la décision qui a été prise. Donc, en fait, on ordonne à l'encontre de la SAS Agriprod et de la société coopérative agricole Madivial, la démolition de la construction réalisée, sans permis de construire, soit le bâtiment d'emprise de 220 mètres carrés et de hauteur 23 mètres. Donc c'est quand même assez haut aussi. Oui. Voilà, et sur la parcelle C2003, comme on avait vu tout à l'heure. Alors, il y a une astreinte de 400 € jour par jour, c'est quoi ? Par jour de retard à exécuter la décision. Donc, depuis le temps, le silo est toujours debout. Donc, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça ? C'est un peu plus compliqué. Je vais revenir en arrière. C'est vraiment quelque chose qui n'aurait pas dû être fait. Je veux dire que les travaux ont été commencés alors que le PLU de la commune disait que les travaux de cette nature n'étaient pas possibles et il n'y avait pas de permis de construire. Les travaux avaient quand même commencé. Puis le PLU a été modifié et le pétitionnaire a exposé que, comme il y avait un PLU qui avait été modifié, il pouvait avoir un permis de construire. D'ailleurs, il a obtenu un permis de construire. Et sur la base du permis de construire qu'il a reçu, il a essayé de dire que le bâtiment pouvait être là. Deux choses. Le PLU était illégal et il a été annulé. Et le permis de construire était illégal et il a été annulé. Il aurait été annulé même si le PLU n'avait pas été annulé. Donc, là-dessus, ils ont eu tout faux, mais ils ont eu quand même eu des soutiens de la part de la municipalité, la mandature précédente, M. Mancé, qui a été poursuivi, condamné en première instance, relaxé en appel. Et là-dessus, il y a eu de gros efforts pour essayer de dire que la situation était belle, bonne, et que c'était ce qu'il fallait faire. Maintenant, c'est définitif, c'est jugé. Il y a une décision de démolition prononcée définitivement avec astreinte. L'astreinte, c'est tant qu'ils ne démolissent pas, ils sont susceptibles de payer une astreinte de 400 € par jour de retard. À partir de quand la astreinte court alors ? À partir de la décision de la Cour de cassation ? Non, à partir de la décision d'appel du 15 décembre 2022, qui était une décision exécutoire nonobstant, enfin, elle était assortie de l'exécution provisoire, mais la décision, je crois, il faudrait que je la relise, laissait un délai
aux prévenus pour pouvoir se mettre en conformité. Je crois que le délai était de 6 mois. Et passé le délai de 6 mois pour pouvoir se mettre en conformité, à ce moment-là, ils étaient redevables d'une pénalité de 400 € par jour de retard. 400 € par jour de retard, c'est à la préfecture d'aller dire que la démolition n'est pas faite. Je ne sais pas si la préfecture a agi de ce côté-là. Et à dire que, eh bien, puisque ce n'est pas fait, d'abord, la décision peut être exécutée de manière forcée, c'est-à-dire que le préfet peut envoyer des bulldozers. Il sait envoyer des bulldozers contre les particuliers contre M. Nomis, par exemple. On va voir s'il sait envoyer des bulldozers contre Agriport, qui est radicalement illégal. Et également, il y a une astreinte, et l'astreinte, il faut la liquider. Et comme elle est faite au détriment du plus de la commune, ce serait la commune de Ducos qui bénéficierait de ces sommes, et ça viendrait augmenter le budget de la commune d'autant, diminuer les impôts peut-être d'autant. C'est 12 000 € par mois, 120 000 € par an. 400 € par jour, mettons un mois, c'est 3 x 4, 12, donc ça fait 12 000 € par mois. Oui. À partir du 15 juin 2023. Juillet 2022. Non, la décision en appel est du 15 décembre 2022, donc 6 mois plus tard, ça nous met au 15 juin 2023. Il y a déjà, comme on est le... Et nous sommes en juillet 2024. Il y a 13 mois. Ok. Donc, alors 12 000 € par mois. Approximativement, oui. Approximativement, oui. Voilà. Donc ça ferait... Donc faites les calculs pour les calculatrices. Pour 12 mois, ça ferait 144 000 €. Pour 13 mois, ça en ferait 156. Pour la mairie de Ducos. Pour la mairie de Ducos. Voilà. Et justement, il y a eu l'annulation du plus de Ducos. Donc, Ducos n'est plus sur le plan local d'urbanisme. Elle se base sur quoi maintenant, aujourd'hui, par rapport au fait que le plus a été... alors ça, c'est autre chose. On va faire vite fait, juste pour la compréhension. Le plus de Ducos faisait une consommation trop démesurée de terres agricoles et naturelles. Nous sommes passés du POS vers 2006, établi en 2006, à un PLU qui a été établi en 2018. Et quand on est passé du POS au PLU, la commune a décidé qu'elle allait parler de la mangrove. Le POS ne parlait pas de la mangrove, donc ne disait rien sur la mangrove. Le PLU parlait de la mangrove. Ce sont 320 hectares. Donc le PLU a instauré un règlement sur une surface de commune grandie de 320 hectares. 320 hectares de mangrove, 320 hectares de zones naturelles. Et quand on est passé du POS au PLU, la quantité de zones naturelles a diminué de 20 hectares. Ça aurait dû être augmenté. Et le maire a exposé que les consommations d'espaces naturels et agricoles avaient été tout à fait mesurées puisqu'il n'avait perdu que 20 hectares. Nous, on a fait un calcul, il y avait eu plus 320 et le résultat, c'est moins 20. C'est qu'ils ont mangé 340 hectares sur leur projet de PLU. Et sur cette base-là, nous sommes allés au tribunal administratif. Le tribunal administratif n'a pas partagé notre vue et la cour administrative d'appel a complètement partagé notre vue et le PLU a été annulé entièrement. Le PLU a été annulé, ce qui a eu pour effet de faire revivre le POS pendant 2 ans. On n'avait pas prévu d'en parler, donc je n'ai pas les dates. Je crois que ça a été annulé en 2020. Il faudrait que je retrouve la date. Et le PLU étant annulé, le POS a été ressuscité pendant 2 ans. Et la mairie avait ces 2 ans pour pouvoir mettre en vigueur un nouveau PLU. Le délai est passé et maintenant le POS a été également annulé par simplement le passage du temps. Et nous sommes dans un schéma général qu'on appelle le Règlement national d'urbanisme. Okay. Pour dire les choses un peu simplement, le Règlement national d'urbanisme s'applique partout, sauf si un maire décide de faire un POS ou un PLU. Le Règlement national d'urbanisme dit les zones urbanisées sont faites pour être urbanisées, les zones naturelles sont faites pour être naturelles, les zones agricoles sont faites pour être agricoles. Et on regarde l'existant et on maintient l'existant, on développe peut-être un petit peu en bordure, on diminue peut-être un petit peu en bordure, mais on reste à l'intérieur de ce qui est fait. Par rapport à ça, les municipalités peuvent avoir un projet de ville. Et dans leur projet de ville, elles vont dire, mais finalement, là-bas, il y a un quartier que je voudrais développer, et là-bas, un quartier que je voudrais renaturer. Et ils vont pouvoir
inscrire leur projet à l'intérieur de leur plan local d'urbanisme. Okay. Et là, la commune de Ducos est privée de plan local d'urbanisme, mais ce n'est pas la seule. Il n'y en a pas non plus, je crois, au Diamant, il n'y en a pas non plus... Enfin, il y a différentes Rivière-Pilote, non Rivière-Pilote est en train d'établir son PLU. Il y a une enquête d'utilité publique ces jours-ci qui va se terminer dans quelques jours. Donc, allez voir le commissaire enquêteur, allez sur le site de l'ADEAL pour voir ce qu'on dit sur... Ils peuvent aller en mairie aussi pour consulter les dossiers. Oui. Et donc, il y a un plan local d'urbanisme qui est établi par un maire pour inscrire dans un règlement son projet de ville. Celui de la commune de Ducos a été annulé, le PLU a été annulé, le permis de construire a été annulé. Il est temps qu'on démolisse cette bâtisse qui n'a rien à faire là. Et qu'on la mette enfin là où elle doit être, c'est-à-dire dans une zone industrielle. Et, oui, parce que, non mais il y a beaucoup de choses. Je veux dire, quand on construit, on paye une taxe locale d'équipement. On paye pour la route qui dessert la zone, on paye pour les équipements d'incendie, la voirie. Et là, il n'y a rien qui a été payé. L'éclairage. Il n'y a rien qui a été payé puisque ça a été construit en dehors de réglementation. C'est 100% économie. Ah ben c'est du bénéfice au détriment de l'usage commun que nous avons, l'usage agricole et le projet de société que nous avons. Voilà. Parce que ça mange aussi les terres agricoles. Oui, oui, oui. Waouh. Bon, donc en fait, est-ce que tu as quelque chose à rajouter puisque le temps commence à tourner si on a oublié quelque chose par rapport au dossier de AgriProd? Bon, alors nous invitons la préfecture à agir sur la démolition et puis si ça n'avance pas, eh bien nous allons réexaminer ce que nous faisons dans ce dossier. Nous ne sommes pas sans ressources. Voilà. Ok. Alors, on va continuer l'émission et on va parler justement du restaurant Le Petit Bonhomme qui se trouve au Carbet. Donc, c'est la société Sarl Agas et donc la Sopamar a fait des poursuites par rapport, on voit en image justement sur l'écran, en bordure de plage, le restaurant Le Petit Bonhomme. Et vous voyez derrière le bâtiment qui se trouve sur notre droite. Sur notre droite, derrière le restaurant Le Petit Bonhomme, il y a des voitures avec un parking. Donc ça, cette petite partie-là appartient à la SARL Agas. Voilà, la SARL Agas. Et eux, ils veulent avoir les pieds dans l'eau, dans le sable. Voilà. Donc, la Sopamar a fait des recours contre la mairie et contre la Sarl Agas. Pourquoi la mairie et pourquoi et ça commence à peu près à quelle année? Alors, je reviens très rapidement en arrière sur la question de la construction du silo à grains. Nous sommes allés devant le tribunal administratif pour l'annulation du PLU et pour l'annulation du permis de construire, parce que ce sont des règlements administratifs. C'est un règlement, le PLU, qui dit quelle va être la règle quand on veut construire. C'est une autorisation personnelle administrative, le permis de construire, et donc on a annulé ces éléments-là. Et une fois qu'on a annulé ces éléments-là, qui avaient été des moyens, des tentatives de régulariser des choses qui n'étaient pas régularisables, nous sommes allés au bout de la procédure pénale. Okay. Il y a eu des condamnations pénales avec des amendes et avec des dommages-intérêts prononcés. Okay. Là, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. On est dans la situation beaucoup plus simple, qu'il y a une autorisation de construire qui a été délivrée par la mairie de façon à ce que la société Agas puisse réaliser une construction. Et on s'est dit que, une fois de plus, ce n'était pas ce qu'il fallait faire. Pour plusieurs raisons. Il y a un permis qui a été délivré en 2023. On a fait le recours en 2023 et le 11 juillet 2024, le tribunal administratif vient de nous donner raison. De quoi parle-t-on? On parle d'un restaurant sur lequel nous n'avons pas à avoir d'avis parce qu'on n'est pas des appréciateurs de restauration ou pas restauration, ce n'est pas notre regard. Ou alors, si je devais donner un avis personnel, je pourrais dire que c'est une bonne table, parce que je suis allé manger plusieurs fois. Mais avant de connaître un peu les errements environnementaux et urbanistiques du projet. Je n'y vais plus maintenant parce que si j'y allais, je cautionnerais une activité qui est, à mon avis, répréhensible. Ça me prive parce que c'est une bonne table.
il faut faire la différence entre l'action qui s'y déroule et l'autorisation de faire cette action. Et c'est vraiment le projet qu'on Mais c'est un moyen de lutter. Hein, si on n'est pas à la SOPAMAR, si on n'est pas membre de la SOPAMAR, un moyen de contester une situation, c'est boycotter. Hein. Oui. Si chacun boycotte, c'est bien, on impose à la personne de respecter le littoral, de respecter la ponte de tortue, de respecter le droit, en fait. Oui. Le billet de 10 euros qu'on utilise, de 20 euros qu'on utilise, quelle que soit la manière dont on le dépense, c'est aussi un billet de vote. C'est-à-dire que quand on le met à un endroit, on favorise cet endroit. Quand on ne le met pas à un autre endroit, on ne favorise pas cet endroit. Donc, et l'État le sait bien, qui met des subventions pour ce qu'elle veut encourager et peut mettre des taxes, voire des amendes sur ce qu'elle veut décourager. On a ce même pouvoir en individuel. Il faut le faire avec un peu de réflexion et un peu de discernement. Alors, de quoi parle-t-on ici sur le restaurant Petit Bonhomme? Alors, c'est sur le coin, la plage, le quartier Le Coin. C'est le quartier Le Coin au Carbet. Au Carbet. D'abord, on est sur un site de nidification de tortues identifié. La plage. Beaucoup de plages en Martinique sont des plages de nidification de tortues. Et toutes les espèces de tortues marines qui viennent en Martinique sont des espèces protégées, c'est-à-dire des espèces dont on ne doit pas détériorer l'habitat. Je voulais rajouter quand même que la tortue, elle revient là où elle est née. C'est-à-dire là où elle a eu son nid, c'est là où elle va revenir pour aussi aller pondre à son tour. Donc il faut qu'elle puisse trouver un coin bien tranquille pour pouvoir faire sa nidation. Oui, oui. Nous avons eu il y a quelques semaines je crois le loto de l'environnement. C'était sur la base de ce qui avait été fait sur le loto du patrimoine. Avec le loto du patrimoine, la Française des Jeux a organisé un loto et le bénéfice qu'attendait l'État a été mis pour soutenir des activités culturelles, des investissements. Ça a été le cas notamment pour la Maison de Césaire en Martinique et d'autres endroits en Martinique. Le loto de l'environnement, je ne sais pas si c'est exactement son nom, il y a de l'argent de l'État qui devait lui revenir, qui a été dépensé pour pouvoir soutenir la nidification des tortues sur la plage du Coin au Carbet. Ah oui. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est identifié administrativement, connu scientifiquement et soutenu par l'effort et de l'argent que l'État donne, de l'argent collectif ou auquel il renonce, c'est à peu près la même chose, pour pouvoir favoriser quelque chose. Et il faudrait au moins que l'activité économique qu'on peut avoir à côté soit respectueuse de l'argent public auquel on renonce ou des tortues qui viennent, qu'on connaît, qui sont là. Mais on est dans un état un peu bipolaire, parce que c'est l'État qui protège, qui finance, qui protège les tortues sur ces plages, mais c'est l'État, à travers la mairie, qui aussi le détruit. Oui, et là-dessus, la situation est loin d'être simple. Et c'est l'État. La situation est loin d'être simple, elle est multiple, elle est avec des curseurs variables, et on les a tous individuellement. On peut faire ce reproche à l'administration, autant qu'on peut se le faire à soi-même. On peut parler des missions au hasard de la DEAL ou de l'ONF. La DEAL a une mission de protéger l'environnement, direction de l'environnement, l'aménagement et du logement. Et dans sa mission de préservation de l'environnement, elle surveille les ICPE, installations classées pour la protection de l'environnement. Est-ce que, je ne sais pas, l'activité d'une raffinerie ou l'activité d'une distillerie se passe bien? Est-ce qu'elles sont polluantes? Quelles sont les manières de procéder qui ne font que ça ne sera pas polluant, que ce sera polluant vraiment à minima? Et ça fait partie des missions de la DEAL. Maintenant, la DEAL est également là pour pouvoir accompagner le développement économique. Et on peut voir qu'entre la DEAL et la DEAL, elle doit être un peu schizophrène pour d'un côté accélérer, de l'autre freiner. Et c'est ce qu'on fait aussi soi-même. Quand je fais du tri et que je dois prendre ma voiture pour emmener au tri, est-ce que je dois prendre ma voiture pour emmener au tri ou est-ce que je dois mettre ça parce que c'est plus près? Enfin, toutes nos décisions sont ambiguës et puis parfois on peut avoir des arbitrages soi-même qui sont peut-être plus confortables que optimisés. Il faut faire vite et bien. C'est quoi vite? C'est quoi bien? Il faut faire du développement économique. C'est ce qui va nous donner les moyens d'agir en environnement.
Il faut faire de l'environnement, sinon il n'y aura plus d'économie, il n'y aura plus de vie. Mais lorsqu'ils disent développement économique, c'est un développement pour les capitalistes. Il n'y a pas réellement de développement économique solidaire. Voilà. À la population, c'est toujours les plus gros qui gagnent plus. Et puis, voilà, nous en sommes là. Et on donne plus d'autorisation aux gros qu'aux petits. Parce qu'on voit comment on détruit la maison de Nomis, comment on laisse passer un silo. Le danger du silo, la maison de Nomis est là depuis 1935, je ne sais plus, je ne me rappelle pas plus trop, 1935. Près d'un siècle, oui, avant la guerre. Et on lui dit, le tsunami va passer, il faut, pour votre sécurité, il faut partir. Et on détruit. Mais le silo, voilà quoi. Donc bon. Oui. Je pense qu'on va aller un peu vite, ça fait 30 minutes. On est en train de faire un peu de philosophie. Et, oui, c'est ça. On va se recadrer. Revenons un peu au permis de construire qui a été donné à Petit Bonhomme. Le restaurant. Est-ce qu'on peut revenir sur l'image pour qu'on voit un peu de quoi on parle? Manuela, tu peux mettre l'image, s'il te plaît, sur la plage. Alors, sur cette image, on va voir qu'il y a une construction qui est développée sur la plage, beaucoup sur la plage. Merci. Il y a une ligne d'arbres verticale et sur la gauche vers la mer, il y a toute une construction qui est faite avec un toit en gris, peut-être en palme, effectivement en palme, un toit en rouge qui est fait en tôle, beaucoup de toits blancs qui sont également en tôle. Il y a une petite structure un peu plus au sud, qui est un autre restaurant. À droite de ces deux structures, il y a une voie, et à droite encore, il y a toute l'occupation. L'urbanisation va jusqu'à la voie, elle s'arrête avant la voie. Et la route qui circule le long de la plage sur le quartier Le Coin marque la limite de l'occupation humaine. La plage commence à partir de la ligne de Cocotier. En fait, c'est la plage administrative parce que la route est un peu sur la plage. La SARL Agace exploite le restaurant Petit Bonhomme depuis des années déjà. Et il y a quelques années, j'ai plus la date, elle est victime d'un sinistre. Il y a un incendie qui détruit ses installations et qui détruit les installations du restaurant voisin. Pour exploiter son restaurant, elle est à la fois sur une parcelle qui est à la droite de la route et une parcelle qui est à la gauche de la route. À la droite de la route, elle est propriétaire de la parcelle et c'est là qu'elle a sa cuisine et qu'elle a son unité de production d'aliments. Et sur la gauche, sur la plage, elle a son unité de service qui permet d'avoir la qualité de l'alimentation, les pieds dans le sable, avec la vision de la mer et le bruit du ressac. Ils sont victimes d'un sinistre, c'est terrible. Ils décident de repartir de l'avant très vite, immédiatement, magnifique, très bien, beaucoup de résilience. Et ils décident de reconstruire à l'identique. Et pour reconstruire à l'identique, ils mettent tout sur la plage. À l'identique, tout sur la plage. C'est pas la même chose. Okay. Parce qu'à l'identique, c'était la cuisine sur la parcelle à droite. Oui. Et là, ils mettent tout sur la plage. Et il se retrouve avec une activité qui devient immense sur le terrain public, ce qui veut dire qu'il doit y avoir une autorisation administrative pour occuper le terrain. Une AOT. En l'occurrence, une arrêté d'occupation temporaire, un arrêté d'occupation temporaire, une AOT. Une autorisation d'occupation temporaire ou un arrêté d'occupation temporaire, enfin un AOT, une AOT. Et le maire, très généreusement, lui permet d'occuper 900 mètres carrés pour pouvoir mettre toutes les installations dont il a besoin, y compris une partie que le maire ne gère pas. C'est-à-dire que la plage a été donnée en gestion au maire sur une partie, jusqu'à la limite des vagues battantes. Et le maire donne à la SARL Agace l'autorisation d'occuper au-delà des lames battantes et de construire au-delà des lames battantes. Et on est en train de dire, mais vous ne pouvez pas reconstruire parce que ce n'est pas une reconstruction à l'identique. Vous ne pouvez pas reconstruire parce qu'il y a des tortues. Et vous ne pouvez pas reconstruire parce que vous allez au-delà des zones sur lesquelles on peut vous donner des autorisations. Ensuite, le maire donne des autorisations aussi.
Et le maire donne une autorisation. Oui, enfin, cette AOT fait l'objet d'un débat devant le tribunal administratif. On en reparlera lorsque ce sera décidé. On va respecter à la fois le contradictoire et le tribunal dans ses analyses. Et puis on parlera des dossiers lorsqu'ils seront échus. Et là, comme il y a une décision qui a été rendue le 11 juillet, on peut en parler. La construction n'a rien à faire là. Il y a différentes choses qui ont été demandées. Le bénéficiaire du permis de construire a demandé du temps pour pouvoir se mettre en règle en disant mais ok d'accord, peut-être qu'il fallait faire un ajout pas un ajout pas, que ceci, qu'on va pouvoir changer de la tôle pour ceci, qu'il va y avoir une occupation un peu différente et il y a quand même dans le vite et bien, on essaie de favoriser la régularisation des constructions quand elles peuvent l'être. Le tribunal a des articles de loi qui lui disent que s'il est saisi d'un permis de construire qu'on conteste, il doit voir si on peut rendre les travaux conformes au permis de construire, rendre le permis de construire conforme à ce que le plus peut autoriser. Et là, le tribunal administratif a dit le permis de construire ne peut pas être régularisé. Ok. Donc la seule issue, c'est la démolition, une fois de plus. Donc là, ils ont une démolition à faire? Non. Non? Non. Ah. Non. Le tribunal ne s'est pas prononcé là-dessus. Il a juste dit que ces travaux ne pouvaient pas être autorisés. L'étape d'après, il y aura peut-être à voir si la décision devient définitive ou ne devient pas définitive. Elle a été rendue le 11 juillet, donc la SARL-AGAS... c'est la cour d'appel. ...a 3 mois pour voir si elle veut aller en cour d'appel ou pas. Éventuellement en Conseil d'État, soit à la place de la cour d'appel, la cour administrative d'appel, soit après la cour administrative d'appel. Et ce n'est qu'à ce moment-là que la décision sera définitive, ou s'il ne fait pas appel, ni cassation. Et à ce moment-là, il faudra faire une autre procédure, soit une procédure de l'administration qui va lui faire un acte de déguerpissement, une contravention de grande voirie, quelque chose comme ça, soit un acte civil pour demander à ce que les constructions illégales soient enlevées, comme on a pu le faire pour Agriprod. Donc en fait, les décisions pour ça, parce que le temps s'écroule vite, donc qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Là, normalement, ils doivent partir. Pas tout à fait. Mais en fait, il y a la ponte des tortues. Il y a la ponte des tortues, la présence, enfin... Oui. Alors, le débat est complexe. Selon le tribunal, mais, et puis selon la SOPAMAR aussi, et selon les lois sur l'environnement, normalement... non, mais dans une décision de on n'est pas juge, mais bon. Dans une décision de bon sens, il faut peut-être partager la plage avec les tortues. Et l'arrêté d'occupation temporaire disait qu'on ne pouvait mettre que des occupations légères pour la journée qui devaient être enlevées le soir, de façon à ce que les tortues puissent revenir. Que s'il y avait de la lumière pour pouvoir éclairer l'activité à la pénombre, ça ne doit pas être tourné vers la mer de façon... Enfin, il y a des mesures à prendre pour pouvoir rendre compatible l'activité humaine qu'il ne faut pas arrêter, mais encadrer, et la vie dont on a besoin, qui est indispensable, parce que nous sommes, nous, des éléments des éléments de cette grande chaîne de vie. Et si on détruit la grande chaîne de vie, on détruit notre habitabilité et notre survie. Et on en est là, avec le dérèglement climatique ou avec les dégâts que l'on peut voir sur les traits de côte ou sur les disparitions d'espèces massives. On en est là. On est en train de mettre en jeu l'habitabilité de la planète. Et ça se joue sur des détails aussi simples que cela. Ok, donc pour le petit bonhomme, c'est bon? La balle est dans le camp de M. Ferdinand. On va voir exactement quelles vont être ses décisions dans les temps à venir pour pouvoir avoir une activité dans des conditions légales et compatibles avec l'environnement. Mais il y a aussi, au moment où Beryl, l'ouragan Beryl est passé, oui. J'ai vu qu'ils ont fait un apport de sable au niveau du Carbet aussi. Et un apport extérieur de sable, on a vu des camions sur la plage, des... Ils vont comme ça. Ouais, mais... C'est à hurler, je veux dire. C'est du sable de rivière. On n'a pas le droit de prélever le sable dans les rivières.
C'est une activité qui est encadrée. C'est par principe interdit, sauf s'il y a des dérogations lorsque les conditions le permettent. Et donc, le sable de rivière, on ne va pas le prendre. Lui, il allait prendre du sable de rivière, il avait besoin de sable. Et il a mis du sable de rivière sur la plage, c'est-à-dire que les tortues qui vont arriver vont trouver un sable un peu... alors, on va voir s'il s'intègre, comment, pourquoi, mais enfin, on est en train de lancer des choses et on n'a pas le droit de... Et avec des engins. Et on n'a pas le droit de faire on n'a pas le droit de faire des apports de sable sur une plage. Il faut encore vérifier que ça se passe comment ça se passe. Et il l'a fait avec des engins, c'est-à-dire des appareils un peu lourds qui viennent manipuler le sable et qui viennent faire des vibrations et qui viennent rajouter du poids sur le sable. Il est strictement interdit de circuler avec un véhicule terrestre à moteur, VTM, ce qu'est un engin, sur une plage. D'accord. Mais bon comme ça, il a envie de le faire, il le fait. Alors, je rappellerai à M. Ferdinand que le principe de la loi, c'est d'opprimer le fort et de protéger le faible. La tortue est protégée par la loi. Et lui qui a envie d'aller et de faire n'importe quoi, il doit être limité à ce qui est compatible avec la vie des tortues ou l'utilisation du littoral pour pouvoir circuler, faire de la plage et se baigner. Et il faut que les activités soient... organisé. Ça peut pas être simplement la décision de celui qui entreprend. Enfin, ces temps sont révolus. Alors, le principe d'égalité, liberté, égalité, fraternité, n'existe pas. À l'intérieur de la loi. On va arrêter de philosopher, on va continuer le troisième sujet du jour. Je ne sais même pas si on arrivera à faire ce qu'on disait, l'intérêt à agir. Bon, on va faire vite fait. On va essayer de faire cela en 4 minutes, 5 minutes. 4 minutes, 5 minutes. La Sopamar, lorsqu'elle arrive dans une audience, la première chose qu'on doit voir, qu'un tribunal doit voir, c'est si la Sopamar a intérêt à agir ou pas par rapport à sa demande. Donc c'est quoi? Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi l'intérêt à agir? Il y a deux notions qui sont proches, c'est la qualité à agir et l'intérêt à agir. Ah oui. Celle dont nous allons discuter le plus, c'est la qualité à agir, c'est-à-dire que quand je viens poser une question, il faut que je démontre que j'ai une qualité. Si je dis que je viens pour parler pour la Sopamar des questions de permis de construire, eh bien, qu'est-ce que la Sopamar? Donc il faut ses statuts. Qui parle pour la Sopamar? Et en lisant les statuts, on voit que c'est la présidente. Et pourquoi moi je suis là? C'est-à-dire qu'il faut une autorisation de la présidente pour que je puisse la représenter. Ça, c'est sur la qualité à agir. Mais la qualité de la Sopamar à agir est déterminée également par ses statuts. Non pas sur uniquement la manière dont elle peut agir, mais sur ce qu'elle veut faire. Et la Sopamar, Association de sauvegarde du patrimoine martiniquais, est là pour, disons-le rapidement, protéger l'environnement. Donc si nous posons des questions qui vont concerner les tortues, eh bien, comme nous parlons pour l'environnement et que nous voulons protéger les tortues, nous avons un intérêt à agir qui nous donne en plus qualité à agir. Mais si la question est un peu plus subtile, par exemple s'agissant de la servitude piétonne sur le littoral. C'est la plage de Désert. Entre Désert et Lens-Mabouya à Sainte-Luce, par exemple. Il y a des questions sur la circulation des Martiniquais sur le littoral qui se posent. Et nous avons posé la question en 2007, nous avons posé la question en 2017, et par rapport aux questions que nous avons posées, le principe est que tous les citoyens doivent pouvoir circuler sur le littoral. On le connaît aux Antilles depuis les 50 pas géométriques, pour ne parler que de ça, c'était le cas numéro 3, la libre circulation des personnes sur le rivage de la mer. Enfin, il faut que le rivage soit accessible à tout le monde. Et puis, ça a été légiféré en 1976 au niveau national, et on n'avait pas de décret d'application, ce qui fait qu'on n'avait pas de possibilité d'appliquer la loi sur la circulation des personnes en Martinique. En 2007, on s'est un peu manifesté à ce sujet. Ça a fait que l'État a pris un décret pour dire « D'accord, on va appliquer la loi en Martinique aussi, et puis en Guadeloupe, et puis ailleurs, dans les 10 Outre-mer ».
En 2017, rien n'était toujours fait. Même si les décrets d'application avaient été pris, on ne pouvait pas circuler sur le littoral. Et comme la question s'était posée à Désert, on a reposé la question à Désert. Et par rapport à notre action en 2017, l'État a décidé d'organiser la servitude de passage piéton sur le littoral entre Lens-Mabouya et le quartier Désert. Et ce n'est pas satisfaisant. Il y a certains endroits où, pour protéger une propriété privée, on va passer au-dessus de la mer avec des aménagements qui ont été coûteux et qui vont faire qu'au lieu de passer sur 3 mètres comme on doit le faire normalement, on ne passe que sur 75 cm, voire même un peu moins. Et nous estimons que les conditions n'ont pas été optimales, ou en tout cas elles ont été au détriment de l'usage du littoral qui appartient à tous les citoyens. On a posé la question au tribunal administratif et le tribunal administratif a dit non, vous n'avez pas d'intérêt à agir. La servitude des piétons, c'est pas la Sopamar. Mais en réalité, nous disons, nous, que c'est la Sopamar. Lorsqu'on, par exemple, on consomme sur les terrains naturels de la mer pour pouvoir protéger les terrains terrestres privés des voisins, eh bien, il faut justifier que c'était absolument la seule façon de faire. Sinon, on est en train de donner un avantage indu au détriment de la zone naturelle. Et nous sommes pour protéger la zone naturelle, qui est l'espace de la mer, qui est l'espace des espèces... Ce qu'ils appellent les 50 pas géométriques, en fait. Alors, les 50 pas géométriques, c'est encore un autre débat. Nous, on parle vraiment de la limite du littoral. Oui, on parle de la zone. Je ne parle pas des 50 pas juridiquement, mais plutôt la zone qui se trouve sur les 50 pas géométriques. Alors, en fait, moi, je parle de la ligne de trait de côte. Et des fois, on a des aménagements qui sont au-delà du trait de côte, donc vraiment dans le domaine public maritime naturel, pour protéger des terrains qui sont à partir du trait de côte du côté terrestre, ce qui aurait constitué les 50 pas géométriques, sauf qu'il aurait été acquis par des particuliers qui en font leur domaine privé sur la zone géographique des 50 pas géométriques, mais pas sur la zone juridique des 50 pas géométriques. Et c'est cette question que nous voulons poser, parce que est-ce qu'on peut, pour ces motifs-là, qui n'ont pas été très clairement établis, manger sur le domaine public maritime naturel. Et le tribunal a répondu, alors cette question que vous posez, eh ben, je ne vais pas vous écouter parce que vous n'avez pas d'intérêt à agir là-dessus, vous n'avez pas de qualité à agir. Et nous sommes actuellement devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux sur cette question. D'abord, est-ce que nous pouvons parler? Et ensuite, est-ce que nos arguments sont valables? Ok. Ben, merci. Donc, intérêt à agir et qualité à agir. Oui. Donc, on a vu la différence. Oui. Et voilà. Et la Sopamar a intérêt à agir pour la protection de notre patrimoine. Alors, on va parler maintenant du troisième sujet du jour, qui est la STEP, la station d'épuration d'eau de Acajou, au Lamentin. Donc, je reviens vite fait sur le silo. Donc, c'était la Sopamar et France Nature Environnement qui avaient été en justice contre Divial. Il y a deux en fait, qui ont été condamnés aussi. Il y a les Ayotte, il y a Milia. M. Mossé a été relaxé. Voilà. Donc, c'est France Nature Environnement et Sopamar. Oui. Pour le petit bonhomme, c'est la Sopamar. Oui. Et donc, pour maintenant la STEP, nous avons encore France Nature Environnement, Sopamar et la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de la protection des milieux aquatiques. Oui. Voilà. Et puis, il y a un qui n'était pas là, qui ne s'est pas présenté. C'est la Sea Shepherd France. Bon, Sea Shepherd France. Anglais, voilà. Donc, effectivement, donc, pendant plus de 20 ans, il y a eu la station d'épuration d'eau était surchargée, elle était surexploitée et du coup, il y avait un très mauvais fonctionnement, ce qui crée aussi une pollution olfactive, mais aussi au niveau, parce qu'il y a la mangrove qui est un peu plus bas, et puis il y a les ravines et tout, donc il y a une pollution. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer Oui. Il nous reste à peu près 8 minutes. 8 minutes. On va faire vite. Même pas. D'accord. Même pas. 5 minutes. Alors, il y a une station d'épuration à Acajou qui sent mauvais pendant des années et tout le monde s'en rend compte.
l'odeur est insupportable, on ferme les fenêtres quand on passe à côté, ou on les ouvre au contraire pour que l'odeur qu'on a commencé à prendre puisse circuler au plus vite. Enfin bon, et la Martinique entière est au courant. De quoi parle-t-on? On parle de la station d'épuration de Acajou, qui est une station prévue pour traiter les effluents des personnes environnantes. Elle est prévue pour traiter les effluents, c'est-à-dire les eaux usées, 150 litres d'eau par jour par habitant ou par équivalent habitant, pour 5000 équivalents habitants. 5000 équivalents habitants, 5000 personnes. On dit équivalent habitant parce qu'un restaurant est comptabilisé comme un certain nombre d'équivalents habitants en fonction du nombre de personnes qui vont venir manger le midi et ou le soir et ainsi de suite. Donc l'activité économique gère aussi des équivalents habitants. Et c'est une station d'épuration. Il y a beaucoup d'équivalents habitants dans le centre commercial. Par jour. La station d'épuration a été construite avec un gabarit à 5000 équivalents habitants en se disant mais ça va se développer, on va très vite passer à 10 000 équivalents habitants sur la station d'épuration. On va pouvoir traiter 10 000 équivalents habitants. Et la station n'a pas évolué. Elle est restée à 5000 équivalents habitants de capacité de traitement. La population et les activités économiques ont augmenté à tel point qu'elle est rentrée en surcharge structurelle. C'est-à-dire qu'elle reçoit plus d'effluents que ce qu'elle peut traiter. Quand on a... et ça dès les années 2000. Il y a un petit jeu compliqué entre Odyssey et SME pour savoir qui est responsable de quoi à quel moment. Ça les regarde. Toujours est-il que l'administration française, la préfecture, la DEAL, qui surveille les installations classées pour la protection de l'environnement, les ICPE, dit « c'est pas bon ça, c'est pas bon ». Odyssey, depuis 2003, dit « ok, d'accord, on va faire des efforts ». Il n'y a pas de résultat. Il y a des mises en demeure administratives. Vous devez. D'accord, on va faire. Pas de résultat. Il y a des poursuites correctionnelles. Ok, on prend l'engagement de faire. Là, c'est bon, ok, on a compris, on va le faire. D'accord, les poursuites sont arrêtées. Et toujours pas de progrès. En 2019, on se retrouve avec une situation selon laquelle on reçoit entre 19 000 et 23 000 équivalents habitants dans une station prévue pour 5 000 personnes. Mais s'il y a autant d'équivalents habitants, c'est un peu la responsabilité de la mairie qui donne des permis. Ah, on va y venir. On a 2 minutes. Mais ok, on fait vite. D'accord. Donc, c'est prévu pour traiter pour 5 000, ça traite pour entre 20 et 25 000. Ça déborde partout, ça déborde dans les odeurs et ça déborde dans la mangrove en contrebas. Et quand on va au pénal, on finit par les faire condamner. Et ils ont un discours qui consiste à dire mais oui, nous on est Odyssey, on a reçu une situation. Sauf qu'Odyssey c'est une régie. Et c'est une régie, c'est-à-dire que dans le conseil d'administration de Odyssey, il y a la CACEM. Et quand il y a la CACEM, il y a le Lamentin, Fort-de-France. Ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas vu les permis de construire venir. Et quand les permis de construire viennent, Odyssey donne son avis pour dire oui, vous pouvez vous connecter sur la station d'épuration. Donc ça veut dire que Odyssey donne des autorisations, dit oui. Elle a dit oui. Elle donne des avis favorables. À des choses qui n'étaient pas possibles ou qui généraient des conséquences. Pour une station de 5000 équivalents habitants. Et ça leur passait au-dessus de la tête. Et quand on va au tribunal, ils disent ben non, écoutez, on a hérité d'une situation, on est responsable de rien. Ok, c'est bon, ça va. Toujours est-il que à cause de la plainte, ils ont été condamnés à 150 000 € d'amende, et dont 100 000 avec sursis et 50 000 à payer à l'État. Et à la suite de ça, ils ont fait les travaux. Et les travaux ont consisté à mettre une pompe de relevage pour envoyer les effluents sur la station de Guigneron. Et la station de Guigneron est prévue pour traiter les effluents de 200 000 personnes, je crois. De 100 000 personnes. Enfin, elle est encore en sous-capacité. Elle pourra continuer à en prendre. Et ils ont exposé que c'était pas de leur faute, que c'était la mairie du Lamentin qui ne leur mettait pas les terrains à disposition. Mais une fois de plus, la mairie du Lamentin est dans le conseil d'administration. Donc c'est la main gauche ne sait pas ce que fait la main droite. Et nous, tout autour, on est punis sur les odeurs, sur la qualité de vie et sur les... Enfin bon. Donc voilà, maintenant les situations ont été rétablies.
Et, En fait, tout ça, c'est des questions de décision. ce sont des questions de décision humaine. On a 85% de l'assainissement public qui n'est pas conforme. 85%. Et peut-être 70% de l'assainissement privé qui n'est pas conforme non plus. Donc il y a des efforts à faire des deux côtés. Donc voilà, le temps s'est écroulé, mais je veux dire quand même, les 150 000 € que doit Odyssey, c'est qui les paye en finale? Alors, 150 000 €, dont 100 000 avec sursis, c'est-à-dire qu'il ne paye que 50 000 et il les paye à l'État. Et donc, c'est de l'argent qui est prélevé sur les factures qu'on paye à l'eau pour pouvoir le faire. Mais alors, si je comprends bien, pour finir, c'est nous payons les impôts, on utilise nos impôts pour payer les mauvaises décisions des politiciens. Nous perdons à chaque étape. C'est nous qui perdons tout. Nous perdons à chaque étape. Nous perdons parce que Odyssey est condamné. Parce que c'est nous-mêmes qui sommes condamnés en final, puisque c'est nous-mêmes qui payons. Odyssey va augmenter les factures pour pouvoir faire face à toutes ces dépenses. Et s'il y a une dépense de 50 000 € qui n'était pas prévue, eh bien, elle va augmenter les factures en conséquence. Il faut qu'elle arrive à l'équilibre. Donc, elle va prendre cet argent sur la population. Mais cet argent qu'elle a économisé en ne faisant pas les travaux, ben, c'est nous qui le payons aussi en ayant une qualité des eaux dégradée. Enfin, c'est pas simplement... L'environnement, tout, on paye tout. Mais on est en train d'avoir des eaux de baignade qui sont régulièrement interdites. Combien de fois c'est à cause de l'Escherichia coli, c'est-à-dire des bactéries qu'on retrouve dans les selles humaines? Combien de fois? Voilà. Donc, c'est au niveau de tout en haut, il faudrait que vous essayiez de gérer mieux, de prendre les bonnes décisions pour le pays Martinique et pour la planète tout entière. Et nous tous, individuellement, quand mon voisin a envie de construire un restaurant, qu'il pense aux tortues avant que la Sopamar vienne lui expliquer qu'il va devoir détruire son restaurant parce qu'il n'a pas pensé aux tortues ou qu'il n'a pas pensé à respecter le plus. Donc, nous avons chacun notre responsabilité, mais les opérateurs vont perdre de l'argent. Je veux dire, la coopérative AgriProd, ça va sans doute être pas une situation agréable pour les coopérants qui se retrouvent punis par les décisions de leurs opérateurs ou monsieur Ferdinand qui pour la SARL Agas et pour Petit Bonnet a pris des décisions, il va se retrouver peut-être avec des difficultés à rembourser parce que son restaurant ne va pas fonctionner le temps qu'il en reconstruise un. Il se prépare des temps difficiles. Respectons les lois, respectons ensemble les lois et respectons ensemble les générations qui viennent. Et arrêtons de faire notre petit coup de débrouillard de sauver, ils vont comme ça, au détriment des générations futures. La Sopamar, maintenant, avec sa commission juridique, est en train de vous rappeler que ça a des conséquences pour vous aussi. Je te remercie, Pierre. C'était un moment très intéressant, très fructueux. Donc, on va se retrouver à partir du mois de septembre. Et c'est avec plaisir qu'on te recevra une fois par trimestre. On va voir si l'actualité juridique le permet. Ok, merci beaucoup. À très bientôt sur Zouk TV. Vous avez déjà commencé à détruire. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les tracteurs sont partis. La protection de la biodiversité, mangrove, forêt géophytique, forêt sèche, des formes de botanique très très fortes comme on a dit.